Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier Tool in Action de la première journée de Devoxx FR. On va vous parler du coup de la boucle de feedback pour le développeur. Qu'avant, un petit mot sur qui nous sommes. Je m'appelle Christophe Jolivet, je suis agitateur technique chez Appseed et j'ai aussi fondé le Jug à Tours il y a 8 ans. Et vous pouvez me suivre sur Twitter ou GitHub avec @jolivc. Je suis Michael Desbonheur, je travaille avec Christophe chez Appseed, je suis lead développeur, spécialiste Java, JavaScript, un peu toute la stack, et vous pouvez me suivre sur Twitter et GitHub avec mon pseudo MDesbonheur. Voilà. Comme c'est un Tool in Action, on n'a plus de slide. Hop, voilà. Donc, pour les plus anciens parmi vous, peut-être même chez les plus jeunes qui n'ont pas forcément de la chance au niveau des technos, vous travaillez avec des gros serveurs, des vieux serveurs qui sont assez lents, avec des grosses applications. Et du coup, vous avez développé un petit peu, 3-4 trucs, et puis vous les testez. Vous lancez un déploiement. Et là, vous avez des logs qui défilent pendant 2 minutes, 3 minutes dans une console. Et puis, comme moi, j'aime pas regarder les logs défiler, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un mail, je réponds. Éventuellement, je vais voir un blog. Ou même avant, avant, on n'avait pas Twitter. L'autre solution, c'est d'aller voir Twitter. Bon, ça dure toujours plus que les 2-3 minutes que mettait mon déploiement. Puis je reviens dans mon navigateur et là, le trou. Je ne sais plus ce que je voulais tester. Donc je retourne dans mon IDE, je vais regarder les derniers fichiers que j'ai modifiés, et puis je reviens faire mon test. L'idée, en fait, là, c'est qu'on a on sort de la zone de concentration, et du coup, toute notre productivité est un peu perdue. Et ce qui se passe, c'est que on va sortir d'une zone de concentration qu'on avait pendant le code. Et du coup, quand on veut voir si ça marche, on sort de cette zone de concentration. Et du coup, toute la productivité est un peu perdue. En fait, ce qu'il faut savoir faire quand on utilise une stack technique, c'est de connaître un petit peu tout l'outillage qu'on a pour pouvoir optimiser ce feedback. Donc, c'est ce qu'on veut montrer dans le boucle de feedback, c'est que c'est de savoir le plus rapidement possible que le code qu'on vient de changer est correct. Voilà. Donc on a développé une petite application avec un backend Java, avec un front en Angular, le classique actuel, et on va vous montrer des astuces et des outils pour justement raccourcir ce temps de feedback. Donc, côté back, j'abandonne mes gros serveurs, mes vieux serveurs très lourds, et puis je vais utiliser plutôt des trucs assez légers. Alors, éventuellement un Tomcat en production. Et sur les postes de développeurs, je vais prendre un Jetty, parce que ça démarre très très vite. J'ai mon intégration avec mon Maven. Je fais MVN Jetty Run, et c'est parti, comme vous m'avez vu faire derrière. Du coup, comme on a notre fameuse appli, on a une appli web, c'est pas mal. On va vouloir faire une appli mobile par la suite. On va pouvoir réutiliser les services REST. On a fait un back avec du REST, on a fait un front en Angular. Donc j'ai sur mon application ici, je vais pouvoir trouver des services REST. Par exemple ici, il m'envoie une liste d'agences. Donc j'ai mon code Java avec mes services REST et je vais décider d'ajouter un premier service REST. On va rajouter un Hello World parce qu'on a toujours besoin d'un Hello World dans une appli. D'ailleurs, j'ai tellement souvent besoin d'un Hello World dans une appli que j'ai même des raccourcis pour générer des Hello World. Donc, je crée mon Hello World. Et là, je retourne dans mon terminal. Je viens arrêter mon Maven. Et je relance mon Maven Jetty Run. Voilà. Je reviens dans mon navigateur. Et je peux valider que mon nouvel endpoint est là. Donc là, on pourra utiliser le hop swap. Donc on se met en mode debug. On modifie le code des méthodes. Si on modifie autre chose, c'est raté. Et là, on pourra avoir les modifications. Donc ce qui se passe, c'est que pour relancer l'application, il faut relancer tout le serveur. Et donc, du coup, dans Jetty, j'ai une petite astuce finalement pour éviter de relancer mon serveur dans mon terminal.
il y a des choses plus pratiques. Si je prends mon fichier .xml, donc ici j'ai la configuration de mon Jetty que j'utilise. Et dans la partie configuration, je vais pouvoir utiliser un paramètre qui s'appelle scan intervalle seconde, qui va être l'intervalle au bout de combien de temps le Jetty va scanner donc mon répertoire de sources et décider éventuellement de redémarrer mon contexte. Pour faire la démo, je vais être obligé d'arrêter mon Jetty la première fois pour qu'il prenne en compte mon nouveau paramètre. Je vais grossir un peu mon terminal. Voilà. Donc ici, on voit en bas qu'il a commencé à scanner toutes les secondes mon répertoire. Donc si je reviens ici, j'ai mon hello qui marche toujours. Je reviens dans mon code. Voilà. Ici, je viens mettre un devox fr. Je sauvegarde. Si je rebascule dans mon navigateur, que je recharge, c'est déjà là. Donc en fait, le Jetty, le plugin Jetty avec Jetty Run et les scans intervalles, il va recharger juste le contexte du code que vous avez fait, que vous avez modifié. Et donc il va recharger juste le nécessaire. Alors là, on a utilisé Jetty. Quand on utilise une autre stack, il y a toujours un moyen pour se débrouiller, pour optimiser justement sur déploiement. Il y a plein d'outillages. Donc si on fait du Grails, c'est inclus dedans. Si on fait du Spring Boot, on a DevTools. Il y avait une présentation tout à l'heure, je ne sais pas si vous y avez été, c'était très intéressant avec le redéploiement de l'application à chaud. On a aussi des choses un peu plus robustes, on va dire, avec JRebel. Là, c'est pour des conteneurs un peu plus balèzes. Et aussi, on a HotSwap Agent, où dessus, on peut avoir des plugins justement pour faire du redéploiement à chaud. Mais là, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Ok. Bon, le feedback en allant tester, c'est pas mal. Mais des fois, on casse des choses quand on développe. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir des tests. Alors, ça tombe bien parce que j'ai fait quelques tests. Et puis, je peux lancer mon Maven test depuis mon terminal pour exécuter tous mes tests. Voilà. Ouais, mais bon là c'est pas génial. Je suis obligé d'aller dans mon terminal, faire mon Maven test. Je pense qu'il y a des choses un peu plus sexy avec notre IDE. On a IntelliJ. Alors effectivement, depuis IntelliJ, je peux aller directement sur mon code et puis lui demander de m'exécuter tous les tests à partir du répertoire de tests. Et à ce moment-là, je ne quitte pas mon IDE et je peux rester concentré sur mon code actuellement. Mes tests s'exécutent derrière. Alors, moi, j'ai vu un petit outil, un petit plugin IntelliJ qui était pas mal. J'aurais envie de l'essayer. Ça s'appelle Infinitest. Et qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec Infinitest ? Ouais. Effectivement, Infinitest, c'est un autre outil qu'on va pouvoir rajouter. Donc, le plugin existe pour Eclipse et pour IntelliJ. Donc, il va falloir rajouter la facette sur le projet. Et du coup, on obtient cette petite page en bas. Voilà. Et ce que va faire Infinitest, c'est qu'il va surveiller vos sources, vos tests, et il va réexécuter uniquement les tests qui sont concernés en fonction des fichiers modifiés. Par exemple, ici, si je décide de changer mon code comme ceci, pour faire un return nul, je sauvegarde, j'ai un seul test qui s'est exécuté, et je vois tout de suite ma barre en bas qui passe au rouge pour me dire que j'ai cassé quelque chose. Alors tout à l'heure, tu nous as dit qu'on avait fait des tests d'intégration et on a des tests unitaires. Mais moi, je ne veux pas que relancer Infinitest à chaque fois. Qu'est-ce que Infinitest prévoit quelque chose pour ça, justement ? Alors, il y a un fichier de configuration qui s'appelle Infinitest Filters que vous pouvez rajouter à la racine du projet et qui va vous permettre d'exclure sur la base de regex un certain nombre de tests si vous avez des tests qui sont plus lents et qui peuvent vous ralentir éventuellement le feedback dans l'IDE. À noter que Infinitest est quand même plus ou moins stable et capricieux. Des fois, voilà, il n'est pas d'accord, il ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi. On redémarre, on fait 2 tours sur notre chaise et ça passe. Mais quand il marche bien, il est vraiment très, très agréable. Donc là, c'était la partie back avec un certain nombre d'outils. Le conseil qu'on peut donner à chaque fois qu'on change de stack technique, c'est vraiment d'apprendre les outils, d'apprendre la stack technique pour justement optimiser cette boucle de feedback. Alors maintenant sur la partie front.
On a un serveur, on va exposer du statique, du JS et de l'Angular. Comment tu as intégré le serveur côté front? Alors, côté front, mon application, ce que j'ai, c'est un script NPM. Donc, je peux vous montrer éventuellement. Voilà, j'utilise NPM et j'ai un paquet JSON avec en bas des tâches. Et donc, j'ai un start qui va démarrer un serveur local. Donc, si je fais un npm start, j'ai un serveur qui démarre sur le port 8000. Et depuis mon navigateur, je vais pouvoir me connecter sur le port 8000 pour voir mon application. Du coup, si je décide par exemple de modifier mes pages, donc on est sur la page du dashboard, on va aller modifier un petit peu mon template, je vais pouvoir venir éditer. Donc, je trouve que le rouge est un peu trop agressif, on va aller mettre du violet plutôt. Donc, je suis ici, je vais mettre du purple. Je reviens, donc je sauvegarde, je reviens, je recharge et j'ai mon violet. Alors pour ceux qui font du front actuellement, on a souvent besoin en fait, on reste dans le navigateur et puis on teste. On teste un peu de JavaScript, un peu d'HTML pour voir la mise en page, du CSS. Et ben on a des outils en fait. On a des outils pour que justement ces modifications que vous faites pour tester, bah, elles restent pour votre code sur le file system. Donc qu'est-ce qu'on a justement pour avoir cette possibilité-là? Alors, une solution pour que la difficulté, voilà, c'est que si je viens ici, comme disait Michael, si par exemple je reprends mon dashboard, ça c'est mon component, j'ai paumé mon... Et je ne l'ai pas ici. Si j'ai fait ma modification à ce niveau-là, par exemple, si je fais mon... Je vais le faire de ce côté-là, voilà, danger. Effectivement, je peux faire mes modifications, je peux voir ce que ça va donner. Et puis, la difficulté, c'est que derrière, c'est pas persisté. Je suis obligé de retourner dans mon IDE pour reporter ma modification. Si je reviens voir ici, j'ai toujours un purple. Donc ça, c'est assez contraignant. Alors pour ça, Christophe va nous montrer. On a le système de workspace sur Chrome Developer. Les workspaces, en fait, vont permettre d'associer nos fichiers de notre file system sur notre projet, le répertoire du projet, avec le flux des fichiers qui sont fournis en HTTP. Du coup, ce qui va être modifié dans notre browser va être répercuté donc déjà sur le navigateur, c'est déjà l'essentiel, mais aussi sur notre file system. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, vous m'avez vu en bas, rajouter le workspace dans mon navigateur. Je recharge, il faut autoriser l'accès au file system. Et du coup, quand je recharge, il va me dire, tiens, on dirait que le fichier que tu en tiens d'éditer, il vient du file system, et il va me proposer de mapper. Donc, je lui dis, vas-y, mappe-le. Voilà. Donc à partir de là, je retrouve les sources que j'avais de l'autre côté. Donc je vais pouvoir venir ici et puis remettre, par exemple, un danger. Voilà, je recharge pour qu'il me fasse la modification. Et si je reviens voir ici, il m'a bien fait la modification. Bon, là, on va dire que ça reste du bricolage. Hein. C'est pas une bonne façon de travailler. Parce qu'on n'a pas forcément de refactoring, les choses comme ça. C'est bien pratique pour essayer de fignoler certaines choses. Même si on a un peu de complétion, le vrai refactoring se passe dans l'IDE. Donc si on fait des modifs dans l'IDE, on voudrait aussi avoir les modifs qui se répercutent automatiquement sur le navigateur. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour ça? Alors, on a mis en place un grunt. J'ai un trou, c'est celui-ci. C'est le trou, c'est les faits démo, c'est avec une minuscule, voilà. Hop. Alors, on a utilisé pour justement faire du live reload, c'est-à-dire que de la même façon que le serveur déployait le Java,
on va modifier notre JavaScript et une fois que le code va être watché, en fait, va être watché par côté grunt, va être watché et du coup, il va envoyer un signal au navigateur on va lui dire on vient de modifier un fichier JavaScript, rafraîchis navigateur. Voilà. Donc là, l'outil qui est utilisé, c'est BrowserSync. Donc par exemple, donc là, je suis en violet. Si je remets dans G, quand je reviens, la modification est déjà faite. Je n'ai pas eu besoin de rafraîchir mon navigateur. Donc si vous travaillez par exemple sur un dual screen, ça c'est génial. Parce que vous avez d'un côté votre page web et puis vous tapez votre code et chaque fois que vous sauvegardez, vous voyez la page web se recharger à côté en live avec vos modifications. Alors BrowserSync, c'est une des possibilités. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Live Reload, c'est beaucoup utilisé. J'ai même vu que c'était intégré avec DevTools sur Spring Boot. Donc Live Reload, beaucoup utilisé. S'il y en a qui utilisent Webpack pour packager les bundles au niveau du front, ça intègre un live reload avec du hot replace de JavaScript qui est un peu poussé. Donc il existe plein de solutions. C'est la même façon que sur le back. Il faut essayer de creuser un peu les outils pour aller voir, aller optimiser cette productivité. Alors, il y a un petit truc sympa en plus dans BrowserSync, parce qu'il ne s'appelle pas Sync par hasard. Donc il fait déjà la synchronisation entre le file system et le navigateur. Mais en plus, il va vous faire la synchronisation entre les navigateurs. Par exemple ici, si je commence à ouvrir le menu dans mon Firefox, il m'ouvre le menu dans Chrome à côté. La navigation suit et je peux naturellement passer dans l'autre pour revenir et les ordres sont passés. Donc quand j'ai démarré mon navigateur, quand j'ai démarré BrowserSync, il m'a donné des URL. Donc la première, c'est le localhost 3000. Si je suis connecté dans un réseau, il donne aussi mon IP. Éventuellement, je peux mettre sur mon téléphone portable et tester en même temps sur mon téléphone portable, sur ma tablette. Il y a une deuxième URL qui nous est fournie, qui, elle, est sur le port 3001. Et cette URL-là, voilà, on va remettre un peu plus grand. Voilà. Et donc, si vous essayez de vous connecter avec votre mobile sur votre réseau, et que vous utilisez cette adresse-là, c'est la même façon. Ça va se répercuter, les événements vont se répercuter sur votre mobile. Donc ça, c'est un peu l'effet waouh de cet outil-là. Donc l'URL sur le port 3001, elle, c'est la partie configuration de BrowserSync. Et donc, vous allez pouvoir choisir quels sont les événements qui sont répercutés d'un navigateur à l'autre, comme les événements de scroll, les clics, les soumissions de formulaires, les choses comme ça. Il y a aussi une partie plugin qui existe pour BrowserSync. Alors actuellement, je n'ai pas de plugin installé dans celui-là, mais vous pouvez être amené à travailler avec des plugins, notamment si vous utilisez des frameworks type SPA, où des fois il y a quelques problèmes de synchronisation ou des caches, des choses comme ça entre les navigateurs. Au niveau JavaScript, on va gérer sur chaque device, l'espace mémoire va être géré sur chaque navigateur. Donc du coup, cet espace mémoire ne veut pas être synchronisé par des événements. Donc on peut utiliser, il y a des plugins. Alors, je n'avais pas forcément eu le besoin pour nos tests, mais il existe des plugins justement pour gérer ces petites problématiques-là. Alors, attention aussi au passage, si vous travaillez avec, par exemple, les workspaces, au bout d'un moment, ça finit par se prendre un peu les pieds les uns dans les autres parce qu'ils tentent de recharger les fichiers qui ont été modifiés mais sauvegardés par le workspace. Et vous choisissez, soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre, mais si vous jouez avec les deux, attendez-vous à avoir des soucis. Ouais, moi j'ai souvent désactivé les workspaces à un moment donné parce que ça tourne en rond et on ne sait plus qu'est-ce qu'on modifie et qu'est-ce qui est pris en compte. Voilà. Donc, comme on parlait de feedback et de tests tout à l'heure, on peut faire des tests aussi en JavaScript. Ouais. Et là, on a utilisé Karma et Jasmine pour faire des petits tests. Voilà, donc j'ai quelques tests qui sont écrits, et quand je vais lancer mes tests, donc il me lance mon karma, et j'ai mes tests qui sont tous exécutés, donc là j'ai 3 tests sur 3 qui passent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé en mode watch sur la configuration du karma, ce qui fait que si je viens par exemple ici éditer dans mon test, on va dire que ici je vérifie si j'en ai 3, on va dire qu'on en a 2. Quand je vais sauvegarder mon code,
automatiquement, dans mon terminal, il va rejouer mes tests et il va m'indiquer que j'ai un test en erreur. Donc là, on utilise Karma en mode terminal. On pourrait utiliser dans notre terminal, mais dans l'IDE. Mais on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus productif, un peu plus fun, parce qu'on aime bien, on est des geeks. Je suis sûr que tu as quelque chose à me proposer là-dessus. Ouais, alors effectivement, c'est pas très cool. Là, je suis obligé de retourner voir dans mon terminal. Donc éventuellement, il y a un truc qui peut être un peu plus pratique. On va aller dans le Karma Conf ici. Et dans la configuration de Karma, on a la notion de reporter. Donc reporter, c'est la façon dont il va vous annoncer la progression de vos tests et éventuellement les échecs. Donc ici, on va utiliser un autre reporter qui s'appelle Growl. Donc Growl, il va communiquer avec vous via le système de notification de l'OS. Donc je sauvegarde, je retourne dans mon terminal pour relancer, pour prendre en compte ma nouvelle configuration. Et là, vous voyez en haut, j'ai une petite notification qui m'a dit que tous mes tests sont passés. Et du coup, je peux décider de rester ici dans mon navigateur et j'ai directement mes notifications en haut. Donc exactement comme tout à l'heure, j'avais mon Infinitest en bas qui basculait rouge chaque fois que je cassais quelque chose. Ici, je vais avoir Growl qui va m'indiquer chaque fois que je rétablis mes tests ou j'ai recassé quelque chose. Donc là, en fait, on a essayé de montrer que quand on code une ligne, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce que je viens de coder est bon ou pas. Et justement, le but, c'est qu'il faut qu'on raccourcisse ce feedback pour justement déjà être fier de nous. C'est super important. Et justement, rester dans cette zone de concentration qu'on parlait au départ, qui est hyper importante, et qu'on choisisse, c'est pas les outils qui choisissent quand on s'arrête de travailler, mais c'est nous qui devons choisir quand on s'arrête de travailler. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu 2-3 outils qui ont été découverts, qui vous seront pratiques. Donc pour résumer, le Jetty avec un scan à intervalle, le Infinitest en plugin dans IntelliJ ou dans Eclipse, s'il n'est pas trop capricieux avec vous. Pour le côté front, il y a les workspaces. Les workspaces pour les modifications côté navigateur. Browser Sync pour le live reload dans l'autre sens. Et les tests dans tous les navigateurs en même temps. Et les tests dans tous les navigateurs. Et Karma et ses différents reporters en fonction de l'OS, parce qu'il existe des tonnes, et on peut jouer avec les reporters Karma. Donc, je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Oui. Alors, la question c'est, avec IntelliJ qui sauvegarde tout le temps, est-ce que ça plante pas de temps en temps? IntelliJ sauvegarde uniquement quand vous perdez le focus, pas en continu. Et la petite chose que j'ai fait pour tricher sur le Infinitest, c'est qu'il y a une option dans les configurations d'IntelliJ qu'il faut activer pour lui demander de builder le projet sur les sauvegardes. Donc c'est une simple option dans les configurations d'IntelliJ. Et à ce moment, on se retrouve avec un comportement similaire à Eclipse qui compile aux sauvegardes. Oui. Oui, parce que alors souvent je me suis battu avec. Alors la question c'est est-ce que le Maven JTRun dans mon terminal c'est plus efficace que l'intégration des serveurs dans les IDE? Oui, parce que je me suis souvent battu avec l'intégration des serveurs dans les IDE. Les configurations sont parfois capricieuses. Et par principe, mes builds, ce qui va tourner, c'est ce que mon Maven va builder, va générer. Donc, des fois, mon IDE, s'il est mal configuré, il va compiler des fichiers, il va les mettre à un endroit qui ne seront pas le même endroit que ce qui va se passer sur mon intégration continue. Et du coup, sur mon poste, ça marche.
et ce qui est généré dans mon intégration continue, il va me manquer des fichiers HTML ou des choses comme ça. Donc là, je suis sûr, j'ai pas de surprise. Et en plus, j'aime beaucoup le terminal. J'en ai toujours un d'ouvert au moins pour faire mes guides commit. Donc voilà. Question ? Pourquoi j'utilise mon terminal s'il y a un terminal dans l'IDE? C'est une bonne question. C'est une vieille habitude d'avoir un terminal ouvert à côté avec plusieurs onglets. Et effectivement, j'utilise pas beaucoup celui de l'IDE parce que j'aime bien avoir un grand historique et je bascule dans mon terminal comme vous l'avez vu là et du coup j'ai pas besoin de rescroller. C'est l'âge, c'est l'âge. C'est l'âge. Oui. Alors pour l'instant, j'en ai pas eu. Alors la question c'est, j'utilise Jetty pendant mes développements et mes tests sur ma machine Tomcat. et après je passe sur du Tomcat. Effectivement, moi j'ai jamais eu de soucis comme ça. Alors peut-être, pourquoi pas, peut-être des décalages éventuellement sur des versions, sur les supports Servlet Pro et choses comme ça. J'ai pas eu de ce souci-là pour l'instant. Pas forcément sur le code applicatif. Ça va être vraiment des confs particulières pour ton dev et qui seront différentes sur ton intégration et sur tes environnements de plus haut niveau. Après, sur le code de dev, bon, ça va dépendre. Hein. Je crois que j'en ai eu une fois, mais bon, ça se règle et c'est pas forcément lié au code vraiment que tu tapes, quoi. Plutôt à certaines dépendances qui vont être différentes. Autre question? Non, plus de questions. Okay. De toute façon, si vous avez encore des questions qui vous viennent après ou si vous êtes trop timide pour la poser, on sera juste dehors après la présentation. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et merci.